Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous, voici les titres de ce lundi. François Hollande va obtenir ce soir du Parlement le feu vert à la prolongation de l'opération Serval au Mali. Les questions que pose l'intervention militaire française avec notre invité tout à l'heure, Jean-Pierre Chevènement. Alors que 8 Français sur 10 s'attendent à un nouveau recul de leur pouvoir d'achat cette année, la question de la rigueur relancée par l'aile gauche du PS qui propose une relance financée par un grand emprunt. L'endettement fou du rail, également 30 milliards d'euros. Au-delà de la réorganisation du secteur, le rapport remis aujourd'hui au Premier ministre pourrait sonner le glas du développement des lignes TGV. Alors est-ce la fin d'une ambition française? Débat tout à l'heure avec le sénateur Capo Canellas, Jean-Claude Delarue de la Fédération des usagers et Gilbert Garel de la CGT Cheminots. Le pouvoir d'achat a officiellement baissé l'année dernière, et cela pour la première fois en 30 ans, et les Français s'attendent à la même déconvenue en 2013, d'après un sondage publié par la revue 60 millions de consommateurs. Et près d'un quart des Français déclarent désormais avoir du mal à joindre les deux bouts en fin de mois. Maud Watine et Francis Curta. Pour la première fois en 30 ans, le pouvoir d'achat des Français a réellement fléchi l'an dernier et 79% d'entre eux affirment l'avoir ressenti. Des ménages qui repoussent les gros achats type automobile et qui réduisent donc leurs dépenses loisirs, vacances et habillement. Au lieu de prendre, disons, des produits de qualité, bien on descend dans la qualité, quoi. Voilà, c'est ça. Pour près de 8 Français sur 10, cette baisse du pouvoir d'achat va se poursuivre cette année, ce qui va contribuer à creuser les inégalités. Car si la majorité des ménages disent faire plus attention et puiser dans leur épargne, ceux qui gagnent moins de 1 500 € par mois n'ont, eux, d'autre choix que de rogner sur des postes essentiels. Quand on demande aux gens qu'est-ce que vous voulez préserver à tout prix, c'est les deux postes qui ressortent, le logement et la santé. Maintenant, parmi les personnes qui ont les revenus les plus bas, on va avoir plus que le logement parce que la santé, les gens savent qu'ils n'ont plus les moyens même de préserver leurs dépenses de santé, donc ils vont sacrifier ces dépenses-là, il leur restera le logement. Pour défendre leur pouvoir d'achat, 78% des Français estiment ne pouvoir compter que sur eux-mêmes, plutôt que sur les pouvoirs publics. La baisse de la consommation, comme on vient de le voir avec le recul du pouvoir d'achat, affaiblit un peu plus l'économie, un argument de plus pour ceux qui combattent les politiques d'austérité dont l'addition conduit dans le mur, selon la formule de Louis Gallois, le commissaire général à l'investissement. L'aile gauche du PS a donc présenté aujourd'hui un contre-projet mobilisant 43 milliards d'euros pour une relance du pouvoir d'achat et des investissements. L'argent viendrait d'un grand emprunt. La sénatrice Marie-Noëlle Lienemann ne désespère pas de convaincre François Hollande au moment où celui-ci défend son sérieux budgétaire auprès de la Commission européenne. On voit bien que M. Gallois dit attention, attention, il faut vraiment booster la croissance. Le FMI, pas suspect de gauchisme, dit la même chose. Et on voit aussi que Claude Barthelone, il y a quelque temps, disait que les 3% en marche forcée paraissaient un peu hasardeux. Donc voilà, ce débat, il a déjà été posé. Et nous, ce que nous faisons, ce n'est pas simplement dire faudrait yaka. Nous mettons sur la table une proposition de comment cette relance peut être faite et surtout comment elle peut être faite pour faire que le redressement de la France soit dans la justice sociale et comment il peut être fait pour que ce soit à l'intérêt de la réindustrialisation française. Voilà pour ces propos recueillis par Aurélien Romano. Cette aile gauche du PS propose donc un nouveau pacte majoritaire rose, vert, rouge, c'est-à-dire incluant les communistes. Mais l'heure reste plus que jamais à la division à gauche, notamment au Sénat. Le choix par le gouvernement du vote bloqué sur le texte né de l'accord entre syndicats sur l'emploi a amené les communistes à dénoncer un coup de force. Flora Sauvage. Rarement utilisé et encore moins contre un allié, samedi soir, le gouvernement a choisi le vote bloqué pour accélérer les débats. Cette procédure empêche le vote sur chaque amendement au profit d'un vote global à la fin des débats, ce qui a provoqué la fureur des communistes qui défendaient pied à pied les quelques 400 amendements qu'ils avaient déposés. La mise en œuvre du vote bloqué a eu lieu moins de 48 heures après le débat de la discussion des amendements. C'est du jamais vu, monsieur le ministre. C'est une mise en cause grave de la démocratie parlementaire. Face à ce vote bloqué, les communistes retirent tous leurs amendements et quittent l'hémicycle. Les écologistes protestent aussi contre le passage en force du gouvernement. Je regrette qu'il y ait eu cette décision du gouvernement
de faire un vote bloqué. Sous un gouvernement précédent, nous avions quand même discuté 3 semaines sur les retraites. Et je dois dire que tous les amendements que nous avions déposés au moment de retraite, on pouvait dire qu'il y en avait quelques-uns qui étaient peut-être redondants avec d'autres. Finalement, le projet de loi sur la sécurisation de l'emploi est adopté par le Sénat malgré l'opposition des communistes et l'abstention des écologistes et de l'UMP. Pour l'adoption, 172 contre 24. Le gouvernement se félicite. Ce texte est certainement un des grands moments et sa mise en œuvre est certainement un des grands moments de notre droit social de ces dernières années. Inscrit en procédure accélérée et déjà adopté par l'Assemblée nationale, le projet de loi sur la sécurisation de l'emploi va être soumis à une commission mixte paritaire. Et Jean-Marc Ayrault est venu rencontrer tout à l'heure les députés PS réunis en séminaire de travail à l'Assemblée nationale. Il voulait leur signifier, selon ses propos à son entrée, que le gouvernement les écoutait, mais qu'il fallait que tous se rassemblent et aillent à l'essentiel. Gaston Floss est arrivé largement en tête à l'issue du premier tour des élections territoriales en Polynésie française, devant son adversaire historique, l'indépendantiste Oscar Temaru. La morale laïque à l'école. Le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, veut au moins 1 heure par semaine à l'école et au collège. Cela à partir de la rentrée 2015. Vincent Peillon, en présentant la mesure, a pris soin d'emblée de déconnecter ce nouveau programme du débat actuel sur la moralisation de la vie politique. Les parlementaires vont donner ce soir leur feu vert à la prolongation de l'opération Serval, à l'engagement de l'armée française au Mali. L'intervention décidée par François Hollande se poursuit dans les montagnes du Nord où sont repliés les combattants islamistes, mais un début de désengagement a déjà permis de faire rentrer en France plus de 500 soldats. Avant de recevoir Jean-Pierre Chevènement, on va faire le point sur la situation avec Véronique Pagnon. 500 soldats ont déjà regagné la France, principalement des parachutistes, quelques officiers de marine et des légionnaires. 5 avions de chasse, des Mirage 2000 et 2 Rafales les ont suivis. Un retrait progressif qui correspond aux souhaits de François Hollande. L'armée française, dit-il, n'a pas vocation à rester au Mali. Aujourd'hui, l'opération Serval, ce sont encore près de 4000 soldats déployés dans le pays, en attendant que les troupes africaines puissent prendre le relais. Parallèlement, la France met les bouchées doubles pour organiser au plus vite des élections sur place. Cela permettrait à l'État malien de retrouver sa légitimité, mais aucune date n'est encore fixée. Si ces élections aboutissent, l'ONU pourrait déployer sa force d'intervention, la MINUSMA, une présence de l'ONU que certains espèrent avant la fin de l'été. D'ici là, les troupes françaises maintiennent leur présence dans le centre et le nord Mali, aux côtés du contingent africain. À la fin de l'année, il pourrait rester 1 millier de soldats français sur place. Bonsoir Jean-Pierre Chevènement. Et merci d'être avec nous, ancien ministre de la Défense et vice-président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Alors donc, on l'a vu, près de 4000 militaires français restent pour l'instant déployés au Mali. Ce chiffre est amené donc à baisser tout au long de l'année. Alors il y a plusieurs risques dans cette opération, on va en parler, mais apparemment pas de risque d'enlisement. Je pense que le gouvernement ne souhaite pas prendre le risque de l'enlisement. En même temps, il s'exprime avec un certain pragmatisme. On voit très bien que le retrait français va s'étaler progressivement tout au long de l'année, mais on ne va pas prendre des formulations qui seraient trop rigides et qui nous enfermeraient dans des postures qu'on ne pourrait pas tenir. Disons qu'il va y avoir la montée en puissance de la MINUSMA, c'est-à-dire la force de l'ONU, 10 000 hommes. On l'attend encore. Il faut d'abord un vote au Conseil de sécurité. Qu'il y ait un vote au Conseil de sécurité. Ensuite, il faudra qu'elle puisse se développer, qu'elle se déploie sur le terrain. Et la présence d'une force de réaction rapide française a pour but de contenir la menace en dessous d'un certain seuil. Et puis, le cas échéant, parce qu'aujourd'hui, les groupes terroristes sont disséminés, ceux qui n'ont pas été anéantis. Et ils restent présents et dangereux. Ils sont présents. Il y a même parfois des villes qui sont reprises. Non, des villages, et pas par des groupes terroristes, par des petites milices locales, notamment une milice arabe dans le nord-ouest du pays. Voilà, c'est là manifestement. Ça n'a rien à voir avec les groupes terroristes initiaux qui ont été,
non pas éradiqués, on n'éradique jamais le terrorisme, mais qui ont été balayés par une offensive remarquablement menée par les armées françaises. Et je tiens à le dire, c'est une opération formidablement conduite. Et je tiens à féliciter... Avec une vraie résistance, avec une vraie résistance, bien entendu, des djihadistes très motivés, très armés, et qui ont résisté, en particulier dans la zone montagneuse de l'Adrar des Ifora. C'était une bataille qu'il fallait mener. Mais justement, aujourd'hui, Jean-Pierre Chevènement, est-ce que vous êtes informé de la nature exacte des opérations qui se poursuivent, on est bien d'accord, dans ce massif du Nord, des Ifogas, des Ifora. Des Ifora. GH se prononce Kra. Voilà, prononçons-le comme eux le font, à l'arabe. Est-ce que vous avez des informations donc, sur l'action des forces spéciales et des forces du renseignement qui n'appartiennent pas véritablement au contingent d'ailleurs? Non, il n'y a plus de contingent. Disons qu'il y a des unités de la Légion étrangère qui sont engagées dans cette zone. L'opération se termine pour le moment. Disons que la reconquête des villes du Nord s'est faite très rapidement, en moins d'un mois. Les forces françaises ont bloqué l'offensive des groupes terroristes le lendemain même du jour où François Hollande s'est exprimé pour dire que la France allait intervenir. Et en un mois, pratiquement toutes les villes ont été reconquises. Aujourd'hui, ce qui se poursuit, ce sont des opérations d'éradication des derniers groupes qui s'accrochent encore à ce terrain montagneux qu'ils avaient transformé en forteresse. Est-ce qu'on peut dire que le vote de ce soir, qui est acquis pour le chef de l'État, pour le gouvernement, d'abord à l'Assemblée puis au Sénat, ouvre la voie à une seconde étape de la guerre? Oui, à coup sûr. Mais je ne dirais pas une seconde étape de la guerre. Je pense que la phase militaire est pour l'essentiel terminée. Maintenant, nous entrons dans une autre phase politique et peut-être politico-militaire, parce qu'il y a toujours des groupes terroristes qui se cachent, qui peuvent intervenir, mais disons que c'est un degré de menace qui n'a absolument rien à voir avec la situation qui prévalait début janvier, où pratiquement l'État malien allait être balayé et remplacé par un sanctuaire terroriste de Al-Qaïda au Maghreb islamique, c'est-à-dire le djihadisme global, un adversaire qui ne nous laisse pas le choix de la riposte, puisqu'il s'en prend directement à nos intérêts, à nos ressortissants, militairement, donc la riposte elle est militaire. Alors vous avez dit la deuxième grande étape attendue, c'est la constitution de cette force internationale sous l'égide de l'ONU. Est-ce que pour l'instant, on peut dire que la France est isolée sur le plan diplomatique? Non, la France n'est pas du tout isolée sur le plan diplomatique. Elle bénéficie d'un soutien pratiquement total de la communauté internationale à l'ONU. En mots? Politiquement. Mais politiquement, le soutien politique est là. Alors en moyen, il est vrai que l'Europe a vraiment limité ses concours. Quant à l'ONU, l'ONU a, je dirais, un budget important. Elle entretient 110 000 casques bleus de par le monde. Donc la MINUSMA, ce sont à peu près 10 000 hommes qui vont conforter la force africaine. Enfin, la force africaine oui, fera je vais vous interroger sur cette force africaine, parce qu'on ne l'a pas mentionné jusqu'à présent. On se demande si elle est vraiment opérationnelle. Je pense qu'on ne peut pas ne pas rendre hommage aux soldats tchadiens qui se sont battus avec beaucoup de courage, qui ont laissé 30 morts dans cette guerre. Il faut dire aussi que les forces nigériennes ont été engagées avec succès dans la région de Gao. Et puis d'autres également commencent à prendre position dans la boucle du Niger, ont fouillé une forêt à la limite de la Mauritanie, sans d'ailleurs qu'il y ait de combat. Mais il faut laisser un peu de temps à tout cela pour la mise en place. Deux petites questions encore. Oui. Je vais vous demander, est-ce qu'il y a encore un espoir pour les otages, un bon espoir pour les otages français qui sont détenus au Sahel cette fois? Certainement. Je pense que il y a des possibilités. Mais on n'en parle pas, si vous voulez bien. Dernière question, Jean-Pierre Chevènement, on a eu la confirmation que le déclenchement d'une guerre ne bénéficiait pas à l'exécutif. On voit les sondages chaque semaine un peu plus en berne pour le chef de l'État et pour son Premier ministre. Oui, mais on retiendra à son bénéfice qu'il a vu à l'avance
qu'il se préparait au Mali une situation difficile. Dès le mois de septembre, il y a eu, à l'initiative de la France, un événement Sahel qui a été organisé à l'ONU, 4 résolutions prises au Conseil de sécurité. Donc il y a une vue longue. Maintenant, il y a des problèmes à résoudre. Le principal, dont nous n'avons pas parlé, c'est la réconciliation entre les populations du sud Mali et du nord Mali. C'est le problème dit Touareg. Hein. Disons que ça, c'est un point essentiel, car pour éradiquer le terrorisme, il faut le dissocier de la population. Il ne faut pas que la population puisse se solidariser avec les groupes terroristes. D'où la nécessité d'une présence militaire prolongée sur le terrain, évidemment. Merci. Et de la remise à niveau des forces maliennes, voilà. Car c'est au Mali qu'il appartient de résoudre les problèmes du Mali. Merci beaucoup, Jean-Pierre Chevènement. Tout autre chose maintenant, une grande réforme annoncée pour sauver le train en France. Le secteur, en effet, croule sous l'endettement. Quelques 30 milliards d'euros en raison de la situation particulière, non de la SNCF, mais de Réseau Ferré de France. Jean-Louis Bianco et Jacques Auxiette, 2 élus PS, sont donc proposés aujourd'hui plusieurs pistes au Premier ministre. Avant d'en parler avec nos invités, on présente le tableau assez noir du rail en France avec Cécile Sixou. 2 rapports et un même constat. Avec presque 31 milliards d'euros de dettes, l'économie ferroviaire déraille. Finit donc la construction de nouvelles lignes TGV trop coûteuses. Jean-Louis Bianco propose d'améliorer le réseau existant. Je pense qu'il faut réfléchir au choix entre une nouvelle ligne et avoir des trains que j'appelle des trains à 200 à l'heure, c'est-à-dire des trains de bonne qualité, qui circulent vite avec un bon confort, mais qui nécessitent moins de voies nouvelles. Entre un TGV lointain et un train à 200 à l'heure plus près, les élus pourront être intéressés. C'est une possibilité qu'il faut ouvrir. Autre solution d'économie, fusionner RFF qui gère les infrastructures et la SNCF qui les exploite. Selon les rapports, cette réorganisation permettrait de résorber dans 10 ans le déficit annuel actuellement de 1,5 milliard d'euros. Enfin, les 2 rapports appellent l'État et les régions à reprendre les commandes de la SNCF. Il y a une autorité politique qui définit le service, qui décide des moyens financiers qu'elle met pour assurer ce service, et puis il y a un exploitant qui est la SNCF dans l'état actuel des choses. Et donc c'est cette clarification qui est absolument nécessaire, et ceci, c'est pas Auxiette qui propose ça et qui demande ça, c'est l'ensemble des régions françaises au sein notamment de l'Association des régions de France. À l'heure où l'Europe se prépare à une libéralisation du rail, les propositions de Jean-Louis Bianco et Jacques Auxiette vont certainement faire grincer des dents à Bruxelles. Les 2 rapporteurs espèrent tout de même voir leurs propositions se transformer en projet de loi avant fin 2013. Avec nous donc Vincent Capo-Canelas, bonsoir, sénateur centriste de Seine-Saint-Denis, Jean-Claude Delarue, porte-parole de la Fédération des usagers des transports, et Gilbert Carrel, qui est le secrétaire général de la CGT des cheminots. Bonsoir à tous, messieurs. Alors donc, la question est simple, est-ce que la spirale de l'endettement condamne les grandes ambitions françaises en matière de TGV? On va d'abord tout de suite regarder cette carte avec les projets qu'il conviendrait d'abandonner selon les conclusions de ce rapport remis aujourd'hui à Jean-Marc Ayrault, une ambition que l'on devait d'ailleurs initialement au Grenelle de l'environnement. Alors, monsieur le sénateur, plus de nouvelles lignes de TGV? Le rapport Bianco pose un certain nombre de constats et il le fait avec un sens curieux qui est de prendre les gens à rebrousse-poil. C'est-à-dire qu'il s'agirait de réunir le système ferroviaire français et puis de mobiliser les acteurs. En face de ça, on a un rapporteur qui pose les constats avec un goût de l'emporte-pièce. Et je ne suis pas sûr que cette vision-là permette de réunir. Il y a des enjeux, vous en posez un, qui est celui de régénérer le réseau et de continuer un certain nombre de projets. Aujourd'hui, ce que dit le rapport, notamment dans un certain nombre de vérités qui ne sont pas faciles à entendre, c'est qu'on ne sait plus financer le système ferroviaire et que donc on est conduit à prononcer un certain nombre d'impasses sur des projets futurs. Mais la question de la régénération des voies actuelles, par exemple sur Paris-Tours, vous mettez 20 minutes de plus que vous mettiez il y a 10 ans. Ouais, mais pourtant, on nous dit aujourd'hui qu'il faut utiliser ces lignes déjà existantes avec des trains améliorés qui rouleraient plus vite, à 200 à l'heure. Hein, une espèce de train intermédiaire entre le corail et le TGV. Ça, vous n'y croyez pas non plus, alors? Moi, je ne suis pas sûr que le rapport Bianco règle beaucoup de choses. Je pense qu'en fait, il pose des constats et il nous conduit dans une voie qui est plus chaotique qu'autre chose. Il y a la question de l'investissement, il y a la question du futur gestionnaire unique des infrastructures qui est une bonne chose, mais le rapport fait presque la démonstration que la voie dans laquelle le gouvernement s'engage est un peu une impasse aujourd'hui. Bon. Je voudrais qu'on s'interroge un peu sur cette ambition ferroviaire de la France en matière de grande vitesse, parce qu'on est un peu les champions, hein, on est parmi les champions du monde, monsieur Delarue. Ça se vend assez mal à l'étranger quand même. Enfin écoutez, non, quand on parle de la SNCF, c'est que d'habitude pour parler du TGV. Un TGV est en panne, les gens attendent pendant 2 heures.
On oublie que 90% des usagers de la SNCF en France sont des usagers quotidiens domicile-travail. Je rappelle que la seule Île-de-France représente 65% du nombre total des usagers de la SNCF. Ils ne prennent pas le TGV. Alors ce que veulent les usagers en priorité, leur nombre, n'est-ce pas? Ce qu'ils veulent, c'est que les trains arrivent à l'heure, que les trains ne soient pas supprimés, qu'on ne soit pas serrés comme des sardines, ce qui fait que quand on arrive au travail, on est déjà épuisé. Et naturellement, ils veulent également pouvoir voyager en toute sécurité. Juste un mot sur ce point. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à Grigny Centre à plusieurs reprises il y a quelques semaines. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une jeune fille qui a été poignardée dans un train entre Rambouillet et Paris. Ça suffit comme ça. C'est ça la priorité, c'est pas le TGV. C'est pas les 800 TGV qui roulent chaque jour, mais les 15 000 autres trains, si je comprends bien. Merci pour les chiffres. Voilà, c'est ça. Oui, oui, je les avais notés. Monsieur Carrel, votre sentiment à vous sur cette ambition revue à la baisse, sachant que si on supprime, par exemple, 14 projets de lignes à grande vitesse, comme le préconisent les deux élus socialistes aujourd'hui, eh bien c'est 260 milliards d'économies. Notre sentiment, c'est que bon, les constats que fait le rapport Bianco sont à peu près partagés sur l'état des lieux. Là où nous sommes fortement en divergence, c'est sur les préconisations ou sur les solutions à apporter. Si on vient sur la question des lignes TGV, je crois qu'il ne faut pas mettre en opposition lignes classiques et lignes TGV. Je crois que d'abord, c'est vrai qu'il y a une priorité à rénover le réseau existant. Il y a une priorité à créer des conditions que cette fameux train d'équilibre du territoire devienne des trains qui soient beaucoup plus respectés et respectueux vis-à-vis des usagers. Mais je crois aussi quand même qu'on peut avoir des perspectives de développement et regarde l'évolution de la demande en termes de transport en France et de transport collectif. Je crois qu'il ne faut pas abandonner ces projets de lignes nouvelles. Après, reste, comme nous l'avons dit dans notre communiqué de presse, si on fait une réforme du système ferroviaire qui s'inscrit dans le carcan de l'austérité, il est clair qu'on ne sera jamais ambitieux. Après, quand on dit 90% des usagers, c'est les trains du quotidien, n'oublions pas quand même que certains disent même 97%. N'oublions pas quand même que dans les usagers du quotidien, il y en a beaucoup qui sont aussi en TGV. Il faut pas, voilà, il faut pas limiter le train du quotidien à des TER ou le Transilien. Alors on dit que le TGV, voilà, touche en fait 7% des voyageurs SNCF. Oui, pour aller dans votre sens, monsieur Delarue. Et parmi eux, il y a effectivement un certain nombre de gens qu'on appelle des TGVistes, c'est-à-dire des usagers quotidiens du TGV qui viennent d'Arras, qui viennent d'autres villes, du Mans et d'ailleurs, et qui se plaignent d'ailleurs des horaires qui leur sont imposés cadencement après cadencement, année après année par la SNCF. Il n'en reste pas moins que la SNCF, depuis des années, s'est comportée de moins en moins comme un service public au service des usagers quotidiens domicile-travail, et de plus en plus comme une société commerciale qui a donné la priorité au TGV parce que c'est son tiroir caisse quand même. Vous n'avez rien contre la grande vitesse quand même là. On n'a rien contre la grande vitesse, mais avec modération maintenant, parce qu'on en a fait beaucoup. La priorité, c'est pas ça, ce ne sont pas les trains de prestige. Mais les lignes nouvelles qui étaient prévues dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Elles attendront que les trains quotidiens marchent correctement. À l'heure actuelle, ils tombent en panne, il y a des incidents techniques tous les jours, des suppressions de trains, des gens qui ont la trouille d'arriver en retard au travail et qui risquent et qui prennent des risques. Du problème de la sécurité, ça n'a rien à voir avec les investissements de la SNCF. Vous avez parlé de cette jeune femme poignardée. Je ne parlais pas de ça à l'instant. À l'instant, je parlais des gens qui ont la trouille d'arriver en retard au travail. Ou d'arriver en retard le soir pour aller chercher les enfants à la crèche. C'est ça la priorité absolue. Alors, monsieur Capo-Canelas, monsieur Delarue a dit à l'instant que la France avait parfois du mal à exporter ces TGV. Néanmoins, aux États-Unis, même dans le Maghreb, en Chine, on développe les lignes à grande vitesse. Est-ce que si on renonce à ces projets, ce serait un signe supplémentaire du déclassement de la France pour vous? D'abord, la SNCF ne se résume pas au TGV. Le transport du quotidien, c'est à 90% d'autres modes de train que le TGV. Et l'attente qui est portée par ce rapport, c'est quoi? C'est modernisons la SNCF, améliorons le service offert aux voyageurs, préparons-nous aussi à des échéances qui arrivent. En 2019, la concurrence sera là. Je sais que ça fait débat, mais l'Europe va nous l'imposer. Et il s'agit qu'avec le système intégré global, on construise une offre intermodale où le TGV aura sa place, mais pas seulement. Aujourd'hui, on ne sait plus le financer. La question, c'est qu'il y a 4 lignes à achever. Une fois qu'on les aura achevées, on a épuisé tous nos crédits. Le rapport Bianco dit cela. Monsieur Oxiette, dans son autre rapport... Est-ce que c'est pénalisant pour l'économie française? C'est une question qu'on peut se poser, parce que le TGV est un facteur de développement pour les régions. D'accord, d'abord, ce qui est pénalisant pour l'économie française, c'est que le système ferroviaire français perd entre 1,5 milliard et 3 milliards tous les ans. Et ça, on ne peut pas refuser le traiter demain. On nous dit, il y a 2 gestionnaires, RFF, SNCF, on va fusionner. Il y avait un machin à 2, on va faire un machin à 3 demain. Et donc, il y avait une paralysie à 2, et M. Bianco invente la paralysie à 3. On a un peu le sentiment qu'il fait la démonstration dans son rapport que la proposition de M. Cuvillier, qui a fait le plus facile, qui avait dit à la SNCF, finalement, les enfants, ça ne sera pas méchant, demain, vous allez gouverner tout ça. On a l'impression que M. Cuvillier se retrouve contredit par le rapport Bianco. Donc, il faut restaurer le système
et faire qu'on s'adresse aux voyageurs, qu'on rassure les cheminots sur le devenir, sur la volonté de la nation d'investir pour le faire, mais en même temps qu'on modernise le système. On dit quand même que la SNCF pourrait quand même gagner en productivité. Alors c'est peut-être une pierre directement dans le jardin des syndicats. C'est une réalité, il faudra bien le traiter. Je pense que le rapport le traite mal. Pour leur com, par exemple. Je crois que la Cour des comptes s'est penchée sur le coût de la communication de la SNCF. On pourrait voir également au niveau supérieur de la SNCF s'il n'y a pas des économies à faire. Au niveau supérieur. Il y a manifestement, en termes de réflexion sur les grandes orientations de la communication, mais sur la productivité. Écoutez, Monsieur Garel. nous disons déjà quand même, parce qu'on met comme si notre réglementation du travail, notre statut et notre système de protection sociale était un truc qui coûtait énormément. À savoir quand même que tous ceux qui en parlent ne le connaissent pas. Déjà, il n'y a pas beaucoup de réglementation du travail qui soit aussi souple que celle des cheminots. Il n'y a pas beaucoup de salariés qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il faut déjà le dire. Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup qui partent à votre âge, a priori, si je ne me trompe pas. Il faut savoir qu'on part peut-être un petit peu plus tôt, mais on se le paye. Certains laissent entendre que ça coûte à l'État. Non, non, non. Il y a un taux T2 qui est une cotisation des salariés, qui permet de financer le régime spécifique. Moi, j'ai envie quand même de dire, depuis tout à l'heure, on parle de TGV, train d'équilibre du territoire. Il y a un autre élément quand même qui est super important, c'est le fret ferroviaire. Et nous trouvons par exemple dans ce rapport Bianco, il y a une vision qui est minimaliste du développement du fret ferroviaire. Et là, à notre sens, c'est vraiment une faute, quoi. Quand il dit on va stabiliser le report modal, ça signifie qu'on va rester à l'état actuel. Donc moins de 10% des marchandises transportées par rail en France. 88% des marchandises transportées par route. Pourquoi c'est un tel échec, ce fret ferroviaire dans notre pays, monsieur Capo-Canellas? Soi-disant, l'ouverture à la concurrence devait créer les conditions de généraliser, de développer le fret. On se rend compte que c'est l'inverse. Un grand transporteur routier également. La SNCF est un grand transporteur routier. Et on se demande dans quelle mesure elle veut vraiment favoriser le rail par rapport à la route, par rapport à ses propres entreprises qui sont composées de camions. Je crois d'abord que la SNCF n'a pas su s'adapter à l'ouverture à la concurrence. Les conditions n'ont peut-être pas été créées, mais le fait est là, 30% de part de marché perdue, et effectivement, on n'est pas assez compétitif par rapport à la route. Donc il faut en tirer la leçon. Il s'agit maintenant de préparer le ferroviaire à une ouverture à la concurrence qui, qu'on le veuille ou non, est inéluctable. Donnons-nous les moyens pour bâtir un véritable champion national, pour faire que la SNCF, à l'image de la Deutsche Bahn, puisse se défendre demain et être compétitive. C'est ça la question pour les voyageurs et pour l'emploi des cheminots demain, parce que sauver l'emploi, le développer, c'est d'abord investir dans l'outil qu'est la SNCF, lui donner les moyens d'avancer. Ce que je crains, c'est que le rapport Bianco ne prend pas la bonne méthode et nous conduit un peu dans une impasse par une vision étatiste qui n'est pas la bonne. Et puis ensuite, il prend les acteurs à rebrousse-poil inutilement. C'est très maladroit, c'est pas la bonne méthode, c'est pas celle du dialogue social. Le PS fait pire que la droite. Est-ce que, selon vous, l'ouverture à la concurrence du transport des voyageurs cette fois, dans quelques années, vous l'avez dit, va définitivement couler la SNCF, ou est-ce que c'est une bonne façon de la doper? Déjà, disons que l'ouverture à la concurrence n'a jamais rien dopé, parce que monsieur le sénateur dit que 30% des marchandises est partie dans les entreprises concurrentes, mais il oublie de dire qu'on est passé de 57 milliards de tonnes de kilomètres transportés en France à moins de 30 milliards de tonnes de kilomètres transportés en France depuis l'ouverture à la concurrence. C'est quand même significatif que l'ouverture à la concurrence n'est pas une réponse au développement du service public. Merci à tous les trois. En tous les cas, 30 milliards d'endettement, cela suppose qu'il y aura quand même des révisions douloureuses dans les années qui viennent en matière de rail dans notre pays. Merci à tous les trois. Des ressources. Merci. C'est la fin de ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk. À suivre le Bondi Blog Café sur LCP Assemblée Nationale. Je vous retrouve demain dès 18h. Brice Hortefeux sera l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. 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 Est-ce que vous savez quand va arriver François Hollande? En France, on dit qu'il manque de charisme, mais à l'étranger, il n'en a pas du tout. Peu charismatique, passe-partout. Les humoristes sont-ils particulièrement durs? Avec François Hollande, quels traits de son caractère mettent-ils en avant et quelle image donne-t-il d'un pouvoir en pleine tourmente? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, en tout honneur, les marionnettes, pastiches et caricatures de François Hollande et de ses amis socialistes. Déshabillons-les, mercredi à 18h15 sur Public Sénat.